the coronavirus is officially a pandemic. Une urgence de santé publique internationale. Alarming levels of inaction. Est-ce que c'est un virus que vous avez sous-estimé, Dr. Arruda? The world has changed. And our worlds have changed. The way we live, the way we work, our sense of safety. Énormément de voitures toute la journée dans ces supermarchés. C'est normal d'être inquiet. Je veux dire, c'est une infection qu'on découvre présentement. Il y a des choses qui, post-COVID-19, et des choses que je pourrais plus prendre pour acquis, dont la vie. We're set up to have a pretty good year, but now everything is so up in the air. 2020 has been a year, y'all, and we've covered more than 200 stories. Puis nous, on a reçu vraiment beaucoup de questions des jeunes à travers le Canada au complet. It's really important that we have credible sources and facts. À quoi ça sert, ces saloperies-là de virus dans la vie? Pourquoi ça existe? There is no going back. Our role as journalists is to reveal truths and bear witness, no matter how uncomfortable they are. On n'est pas des héros, on n'est pas des soldats, on est quand même des humains, on a nos peurs, on fait avec ce qu'il y a. Expect many arrests throughout the night. This is a knife's edge. Speak up! Hear us now! It's not just me who's suffering through this, and everybody's in the same boat. We're still at it. Let's got to get past that point. Also, it'll always be the same. We're not to fear. We are to respect. If there is a way that I can help somebody, I'm going to do it. C'est une nouvelle vie qui s'annonce pour nous tous, collectivement. On va passer à travers ce printemps-là ensemble. We're not going anywhere until these eyebrows grow back. J'ai décidé d'aller voir comment ça se passe dans le métro. Look at these people, see if they're qualified. Give them an opportunity. Love each other, take care of each other. We do the right things, things will work out for us. The social distance power celebration. How are you feeling about seeing your two daughters today? It's an outpouring of positive support for each other. Tout le monde partage partout dans le monde et ça va nous permettre d'aller plus rapidement. These teens are busy at work helping their local communities. Separate all the tables, we limited the seating. We'll be here with you. Thank you. Si la tendance se maintient, ça va bien aller. Ici Nathalie Albert. Vancouver. Bonjour tout le monde, hello everyone, ici Alexis Delancer, en compagnie de Catherine et Michael. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour Alexis. Content d'être assemblés aujourd'hui à Montréal, dans la nouvelle maison de Radio-Canada, toute neuve. Vraiment, la peinture est presque en train de sécher encore une fois. Mais c'est un grand plaisir de le faire pour cette première édition virtuelle de l'Assemblée annuelle. Ce sont les circonstances qui l'imposent, évidemment. Alors, Catherine, vous êtes présidente et PDG de CBC Radio-Canada. Michael, vous êtes dans un premier temps, oui, à la tête du conseil d'administration de CBC Radio-Canada, mais aussi, c'est important de le dire, également principal et vice-chancelier de l'Université Bishops à Sherbrooke. Exact. Ça a été des mois assez intenses pour le milieu des universités. Oui, les mois intenses et maintenant avec la rentrée également. Donc, tout un défi. C'est toute la société, finalement, qui a subi les contre-coups de cette pandémie. Et cette rencontre d'aujourd'hui en est le reflet dans ce format virtuel. J'aimerais qu'on revienne d'abord avec vous, Michael, sur ces mois de crise. I want to know, as chair of CBC Radio-Canada, what was your primary concern from the outset of the crisis? Well, as we all know, this is a really big country. And we broadcast and provide material in both English and French and several Indigenous languages. So it's a huge challenge that CBC Radio-Canada has. We're present in more than 60, I think, locations across the country. From the perspective of the board, I would say we had two big concerns.
The first was, are we doing enough to inform, provide Canadians with the information they require in this unique situation that none of us had lived before? And I have to say, what gave the board enormous pleasure was that the Canadians came to CBC Radio-Canada in record numbers, on television, on radio, on digital. So it's reassuring that the public turns to its public's broadcaster when there are really significant moments in the history of our country. It means a lot, eh? It means a lot to, as board members, and it's to everyone who works in the organization, that we really matter in people's lives. The second component is that we are an employer. We have 7,500 employees across the country, and each of those individuals were faced with the challenge that all Canadians were facing. How do I continue to do my job? How do I meet my obligations while keeping myself safe, keeping my family safe, keeping my friends safe? And that we managed, under Catherine's leadership, to do this in a way to continue to be providing information to Canadians every day, 24 hours a day, while keeping our people safe. That was an enormous undertaking, and as a board member, and on behalf of the board, I can say we're enormously proud of the work that everybody did in both of those areas to ensure that we would both be ensuring the safety of our employees and informing Canadians through an exceptional circumstance that none of us had ever envisaged. And it's not over yet. And it's far from over. Let's put it that way. We'll see for how long. I was, from my perspective, from inside, was absolutely crazy, but I'm really proud of what we did. I say we in a large sense. Right. Right. And Catherine, from your perspective, si on regarde ça un peu rétrospectivement, quelles sont les leçons que vous tirez de cette aventure, de ces zones de turbulence auxquelles on a fait face et dont on se sort quand même? Bien, on a appris beaucoup de choses. Hein? Ouais. Il y avait plusieurs leçons, mais la leçon principale, si je peux dire, c'était la valeur fondamentale que les Canadiens accordent à nos services régionaux, comme Michael vient de le dire, et surtout la proximité avec les citoyens partout au pays. Oui. Et c'est surtout important pour des communautés minoritaires linguistiques, les francophones à Winnipeg ou à Regina ou à Moncton, ou les autochtones au nord du pays. Alors, pour ces gens-là, on est vraiment un fil de vie et on sentait que cet attachement-là pendant cette période. Alors, bon, en fait, il y a plusieurs leçons, comme je dis, mais ça, c'était quand même très, très important. Quite an achievement. Yes. And we were able to achieve it mainly because we were digitally present wherever we had to, right? I mean, we operate our services in television, radio, and digital. So we're working, as you know, as you do, we're working on all platforms. But what we've understood with our digital presence is that we were there for Canadians in real time. And as Michael was saying, in this period of a health crisis, time was very, very important. And that network of digital that we've built, we saw our numbers, our traffic rise to over 24 million unique visitors each month to Radio-Canada and CBC.ca. We became the most visited web destination in Canada after Google, Facebook, and Microsoft. So this was an enormous accomplishment, but really importantly, we became Canada's really most trusted service during this time, and it's a huge honor. And I say it with humility. It was enormously inspirational, and that's why some of the great work that we've seen come out of your group, but also across the company. But it wasn't just about providing more news or more frequent news. It was about combating disinformation around COVID-19. There was as much misinformation circulating in social media as there was good information. And so les décrypteurs, the disinformation unit, worked hundreds and hundreds of pieces of news items to counter misinformation. So really valuable information. But also on the entertainment front, we had to serve all those families and kids in lockdown.
What were they going to do all day long? And so we made our service, our educational service, Curio, free to all Canadians. We acquired more Canadian content for them to view, and we saw them come, as Michael said, in droves to our services. And finally, I really do feel I should mention that probably one of the sectors most hit by COVID has been the creative community, our artists, our cultural creators across the country. And how could we serve that group? Well, we did it through amazing programming like La Fête des Mamans here in Quebec, but also by bringing theater to podcasts. We brought, we produced theater in the podcast format. So there were many, many initiatives, and what was really touching to me was how inventive, how innovative, and how creative our teams were at CBC and Radio-Canada. They really were. Really great. Et ce que je trouve intéressant, Michael, aussi dans tout ça, c'est comment toutes les générations ont été interpellées par ce que Radio-Canada et CBC ont fait. Et de votre perspective, c'est intéressant. Vous le savez, vous êtes dans le milieu de l'éducation. Ça fait partie des piliers, des missions premières de Radio-Canada et de CBC. C'est vrai. Et c'est le rôle du conseil, c'est pas les opérations, c'est de fixer les grandes stratégies pour CBC Radio-Canada. Et une de ces grandes stratégies, c'était de captiver les jeunes. Et comme Catherine a dit, comme moi j'ai vécu en tant que principal d'une université, les jeunes de tous les âges étaient chez eux. Donc, la qualité du contenu pour eux était tellement importante. Une programmation qui reflétait leurs intérêts et où ils se voyaient. Donc, le fait que Catherine et le conseil ensemble avaient fixé ça comme objectif, une des objectifs premiers pour la coopération, même avant la pandémie, on était en place pour vraiment y répondre. Donc, parfois, on pense que CBC Radio-Canada, c'est pour les vieux comme moi, mais en réalité, les jeunes à travers les pays sont attachés à leur diffuseur public également. Donc, ça, c'était une des grandes priorités. Évidemment, comme Catherine a dit, la présence locale. La pandémie, c'est un phénomène global, national, mais on le vit chacun dans notre communauté. Moi, je vis à Sherbrooke. Le fait qu'il y a Radio-Canada et CBC présents à Sherbrooke, souvent l'information locale dont j'en avais besoin, je recevais de Radio-Canada ou de CBC, et c'est le fait pour les Canadiens à travers le pays. Donc, l'importance du local est encore évidente à cause de la pandémie. La troisième chose pour nous, en tant que conseil, c'est de s'assurer une diversité dans notre programmation qui reflète vraiment les Canadiens, mais pas seulement en ondes, mais tous les gens qui y travaillent. Et ça, c'est une des grandes passions de Catherine. Depuis qu'elle est arrivée le premier jour, on savait en tant que conseil qu'elle voulait que CBC Radio-Canada en fasse plus. Donc, nous avons fait beaucoup, mais ce qui est évident, et le conseil est derrière Catherine là-dessus, on veut faire beaucoup plus. Et donc, il y a eu des choses, même la pandémie était difficile, mais ça nous a permis de voir certaines choses et d'avancer sur certaines choses plus rapidement qu'on aurait pensé. On dit souvent que les moments de crise sont aussi des moments d'opportunité, mais qu'il faut saisir, que ce soit pour la diversité ou tant de dossiers. Non plus, opportunité en or, on dit. Pour la diversité, c'est sûrement. Donc, ça va accélérer un peu peu plus, peut-être. Oui, absolument. And if I can say, on this issue of diversity, we also talk about inclusion, because ultimately, it's not just about what you see on the screen. We want to make sure that it's behind the screen, writers, producers, directors, but also in our workforce. We want to see people advance through the organization so they see themselves at all levels in the organization. So we've set some pretty ambitious targets, and I'm convinced we'll get there. We're focused on it. We've set targets like for independent production by the year 2025. We want to know that any show that we commission, one of the three creative decision makers, so writer, director, producer, will be a person from a diverse background. In my mind, ultimately, to Michael's point, that's when young Canadians will see themselves on the screen. They'll hear their stories, they'll understand that we are relevant to them, and that's how we
secure a place for the public broadcaster in the future. Je le souhaite bien parce que moi aussi, c'était un thème qui m'est très cher. Merci à vous deux, Catherine, Michael, pour cette belle conversation. Alexis, si vous me permettez. Allez-y. Le conseil, normalement, pour notre réunion annuelle, je demande à chacun des membres du conseil de se présenter. Mais comme nous le faisons d'une façon virtuelle, j'aimerais, si vous me permettez, de les présenter. Parce qu'ils viennent de travers le pays, ils sont là pour représenter les Canadiens. Et j'aimerais prendre l'occasion de les présenter. Ah ben je vous en prie, allez-y. Merci. Donc, Guillaume Niorte, de Montréal. Suzanne Guevremont, également de Montréal. Rob Jeffrey, from Halifax. René Légère, de Moncton. Sandra Mason, from Toronto. Jennifer Moore Rattray, from Winnipeg. Sandra Singh, from Vancouver. Bill Tam, who's also from Vancouver. François Roy, de Montréal. And finally, Marie Wilson, from Yellowknife. Donc, Alexis, un conseil d'administration vraiment formidable. Et je vous remercie beaucoup d'avoir l'occasion de les présenter. Ça m'a fait plaisir. Vous êtes chanceux d'être bien entouré de la sorte. Très, très bien entouré, oui. Eh bien, tant mieux. Merci beaucoup, Michael. C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup, Catherine, pour cette belle discussion qui lance bien toutes sortes de pistes de réflexion pour la suite des choses. Thank you very much. Merci. Hello, everyone. Bonjour à vous tous. Welcome to your annual Public Broadcasters 2020 Annual Public Meeting. My name is Patricia Bitu-Chikoudi, host of the morning radio show on Ici Première at Radio-Canada in Manitoba. And I am coming to you live from Winnipeg. I'll be the host of this event. I would like to begin by acknowledging that we are on Treaty 1 territory and that the land is the traditional territory of Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota, and Dene people, and also the homeland of the Métis Nation. Mon nom est Patricia Bitu-Chikoudi, je suis l'animatrice de l'émission matinale sur Ici Première à Radio-Canada au Manitoba, et je vous retrouve cet après-midi en direct de Winnipeg. Je serai donc l'animatrice de cette Assemblée publique annuelle 2020 de votre diffuseur public. Je voudrais débuter en soulignant que nous sommes sur le territoire visé par le traité numéro 1 qui fait partie du territoire traditionnel des peuples Anishinaabe, Cree, Oji-Cree, Dakota et Dene et de la patrie de la nation métisse. 2020, I mean, just that alone is pretty loaded. But you know what? We are absolutely delighted to present our first virtual annual public meeting, which despite the format still invites you at home, you Canadians, to ask your questions regarding your public broadcaster. And to make sure that you get the best answers to your questions, well, we have the chair of the board of directors along with the senior executive team of CBC Radio-Canada right here with us. You will see them in a few seconds. Notre objectif tout au long de cette assemblée publique sera vraiment de répondre à vos questions et aussi pour ceux d'ailleurs qui ne sont pas familiers avec le déroulement de cette assemblée publique, eh bien sachez que comme par le passé, vous allez pouvoir poser vos questions à l'équipe de direction de CBC Radio-Canada ainsi qu'au président du conseil d'administration. Alors, n'hésitez pas à nous soumettre vos questions par courriel à apa@radio-canada.ca, mais aussi, évidemment, puisqu'on est en 2020, sur les médias sociaux, donc Facebook, notamment sous la vidéo en direct et aussi sur Twitter en utilisant notre mot-clic RCAPA. On n'est pas encore tout à fait sur TikTok, mais peut-être que ça viendra, qui sait. So now it is your turn at home to have your say. So send us your questions by email at apm@cbc.ca or on our Facebook Live event or through Twitter using the hashtag CBCAPM. Puisque le temps est assez limité, vous allez comprendre qu'on ne sera pas nécessairement en mesure de répondre à toutes vos questions. Par contre, les questions les plus souvent posées et les réponses aussi d'ailleurs seront affichées sur le site web institutionnel de CBC Radio-Canada un peu plus tard. Bon, maintenant que les introductions sont faites, voilà, c'est parti pour la foire aux questions.
Et pour nous aider à répondre à ces questions, justement, on a le conseil d'administration ainsi que l'exécutif de Radio-Canada. Première question qui nous provient de Regina, au Saskatchewan. Alors, j'en profite pour saluer nos téléspectateurs de Regina et de la région de la Saskatchewan, nos voisins immédiats. First question will be for Michael Goldblum. The question goes like this. Could you please share your detailed definition of a Canadian public broadcaster or public media enterprise with specific reference to the initial objectives of the Canadian Broadcasting Corporation? How do you see that definition as having evolved in the 21st century? Now, this is quite the question. I think the person who wrote it really took his time thinking about it. And what a great way to start the conversation. Michael Goldblum, whenever you're ready, please answer the question. Thank you, Patricia, and thank you for the question, and hello to everyone. You know, a really important question, I think, to begin our discussion, because I think every generation of Canadians has to determine for itself what it expects from our public broadcaster. It was, I think, in 1929, so 91 years ago, that the Aird Commission recommended the creation of a national radio network. And then a few years later, in the early 1930s, Prime Minister R.B. Bennett proposed and established the creation of what was then called the Canadian Radio Broadcasting Commission, which ultimately became the CBC. So what was behind that? It was really, in fact, the invention of radio and the fact it was a cultural sovereignty argument at the time, which I think continues to apply. But, you know, American radio was becoming very popular and having influence in Canada. And the government of the day felt it was important that we should have our own broadcaster. And that's how the CBC came into being. Under the Broadcasting Act, which governs CBC Radio-Canada, we have three main obligations: to inform, to enlighten, and to entertain. So we started doing that on radio in the 1930s. And then in 1950, technology evolved and along came television. So of course we moved into television while continuing to broadcast in radio. And now in the 21st century, of course, there's the internet and mobile devices. So in my view, it's not actually the platform that matters. It's the mission. It's our fundamental mission, and I don't believe that fundamental mission has changed in any significant way in these 91 years. It's to serve Canadians with trusted Canadian content on whatever device they use. And Catherine alluded to this in our previous conversation. You know, the pandemic has made it very, very clear how important it is that we reach Canadians on radio, on television, and digitally. And as she mentioned, which I think is so impressive, that our traffic, digital traffic went up considerably, I think 15%, and now it's something like 25 million Canadians come to our digital platforms every month. So think about that. That's a very large percentage of Canadians all across the country. And we are the most significant digital service in Canada after Google, Microsoft, and Facebook. So I think it's extraordinarily gratifying that in a time of crisis, that Canadians of all ages have turned to their public broadcaster for information and for entertainment. Donc, les plateformes changent, mais la mission de renseigner, d'éclairer, de divertir reste la même. So the role of the public broadcaster, in my view, is to serve Canadians by connecting them to each other, by informing them about their country, and by giving expression to the rich diversity and complexity of Canada. So that would be my answer as to what our mission is in the 21st century. And I would say that this is a great answer, and I'm glad to hear you talk about doing something in the broadcasting world to entertain, to give the Canadian information. This is something that we hear. I am a host of a morning show, and these are things we hear from our bosses. So glad to hear that even higher up, you know, this is something that is very important to you. So I hope this question really was good for our listeners who did ask that question. Ma prochaine question maintenant, c'est évidemment une question en lien avec la COVID. COVID-19 has really hit
many industries? And that's a question from one of our listeners. And so the question is, COVID-19 has hit many industries, including media. And what is the financial impact on CBC Radio-Canada? And will there be cuts to services or jobs? And that's a very important question in this actual context. And this question, I will direct it to Catherine Tate. So thank you, Patricia, and thank you for that question from wherever that Canadian resides. There is absolutely no doubt that that the COVID crisis, the last 6 months, has had an impact on CBC Radio-Canada. Like all media companies, we've been hit with lower advertising revenues. But I think, as I said earlier in my conversation with Michael, as the public broadcaster, we are so enormously privileged to receive public funding. And this has been vital to maintaining the programs and the services that Canadians depend on, especially during this unprecedented crisis. In response to COVID, we, like all our colleagues in the media industry, reduced costs wherever possible. We froze discretionary spending. We delayed or suspended capital improvements in order to contain costs, but we didn't cut services. In fact, we added more news coverage, more COVID information, and more entertainment programming. So to be clear, each year, CBC Radio-Canada has to manage financial pressures from declines in traditional television revenue, both advertising and subscription, as well as the portion of our budget that is not indexed for inflation. So practically, this means that at the start of each year, we're in a negative position, COVID aside, and we have to manage our operations responsibly to meet that budget. So while there are adjustments to our operations, both for just budgetary reasons or for strategic initiative reasons, we're extremely focused on maintaining service to Canadians, especially during this crisis. And really, we do not anticipate cutting service at this time. I think as we move to the next phase of the pandemic, the work of Canada's public broadcaster, as Michael just said, will be more important than ever to ensure that Canadians have the information that they trust and to support the healthy recovery of Canada's creative industries. Thanks, Patricia. Mais je suis bien rassurée, et probablement que nos téléspectateurs aussi le sont, d'entendre qu'il n'y aura pas de perte, on va dire, au niveau des services qui sont offerts par Radio-Canada. Catherine, j'aimerais que vous restiez là parce que la prochaine question, elle est aussi dirigée pour vous. CBC Radio-Canada joue un rôle important et a le mandat de représenter toutes les cultures du Canada. La question, quelles actions concrètes allez-vous poser afin de mieux, justement, les représenter? C'est une question qui est très, très d'actualité. Oui, Patricia, et puis on a parlé avec Michael tout à l'heure sur le rôle important de la diversité et de l'inclusion à CBC Radio-Canada. Mais je vais souligner que c'est un élément essentiel de nos priorités depuis quelque temps déjà. En 2018, nous avons lancé un plan sur la diversité et l'inclusion. Et c'est notre feuille de route sur 3 ans pour assurer que CBC Radio-Canada reflète mieux le public que nous servons. Et on le fait dans 3 volets. Premièrement, notre contenu. Deuxièmement, notre effectif. Et finalement, notre culture d'entreprise. L'an dernier, quand nous avons lancé notre nouveau plan stratégique, l'une de nos 5 priorités était de refléter le Canada d'aujourd'hui. Alors, sur le plan des actions concrètes, je vous donne quelques exemples. Il y en a plusieurs, mais je vous donne ces 2-là. Comme j'ai mentionné tout à l'heure, nous avons établi plusieurs cibles. Par exemple, avant 2025, pour toutes les émissions qu'on produise avec les producteurs indépendants,
Nous attendons qu'au moins un poste clé de création, producteur, réalisateur, scénariste ou interprète principal, soit occupé par une personne issue de la diversité. Une autre action concrète pour nos effectifs, nous avons établi une politique concernant les nouvelles embauches de gestionnaires, y compris la haute direction. Désormais, au moins 50% seraient des individus issus de la diversité. Ainsi, vous verrez dans nos grilles de programmation télé, radio et numérique plus d'histoires qui reflètent la riche diversité du Canada. Alors, notre lutte contre toute forme de racisme et notre engagement à refléter la réalité de nos auditoires sont au cœur de la pertinence et l'avenir du diffuseur public. If I could just say that again in English, our commitment to reflect the reality of our audiences is really at the heart of the relevance and the future of the public broadcaster. Thank you, Patricia. Merci beaucoup, Catherine. Je pense que cette question, d'abord, elle est très, très importante et le fait que Radio-Canada se positionne justement comme en essayant d'être un leader dans ce dossier-là est très important pour des enfants comme moi qui regardaient Radio-Canada, de se dire qu'il y a une place pour eux certainement très importante. La prochaine question nous arrive de l'Acadie. Alors, on salue d'ailleurs nos téléspectateurs, là, ceux qui sont sur Facebook ou peut-être à la maison en train de nous regarder sur les différentes plateformes. On est bien content de vous savoir avec nous. Et c'est une question que j'aime bien parce qu'elle commence avec quand même la reconnaissance du beau travail fait. Alors, c'est l'équipe de Radio-Canada Acadie fait un excellent travail pour nous fournir l'information pertinente au quotidien. Nous avons en Acadie des chefs de file à la retraite et dont un grand nombre d'entre eux sont occupés à faire du bénévolat ou encore à travailler sur plusieurs projets. Qu'avez-vous l'intention de faire pour valoriser la parole de ces gens en Acadie et ailleurs? Et cette question, elle est dirigée à Michel Bissonnette. Merci, Patricia, pour la question. D'accord, je suis d'emblée d'accord avec ce commentaire-là que l'équipe de ici Acadie fait un travail exceptionnel et on l'a vu encore plus ce lundi soir pour l'élection. Vous savez, un des 5 piliers de notre plan stratégique, c'est de renforcer notre présence dans chacune des régions avec les citoyens. Et c'est fondamental parce que c'est un élément distinctif entre CBC Radio-Canada et les autres médias. C'est notre présence dans chacune des localités partout au pays. Et en ce sens-là, un des points pour renforcer la proximité qu'on a choisi, c'est d'assurer d'augmenter la visibilité citoyenne, c'est-à-dire d'avoir davantage de citoyens sur nos émissions de radio, d'avoir davantage de citoyens dans nos émissions culturelles, davantage de citoyens qui sont présents dans nos bulletins de nouvelles. Donc, à monsieur ou madame qui adresse la question, j'ai simplement le goût de vous dire, on produit déjà tous les matins de la semaine une émission de radio, tous les après-midi de la semaine une émission de radio, tous les soirs de la semaine un téléjournal, en plus d'une émission culturelle. Donc, si vous sentez que vous ou quelqu'un que vous connaissez peut contribuer à augmenter la visibilité citoyenne sur nos émissions, bien, je vous invite à écrire aux recherchistes de nos émissions et ça nous fera un grand plaisir de vous accueillir. Alors, Michel Bissonnette, c'est certainement très agréable de pouvoir dire qu'on fait ce travail sur le terrain, de représenter nos communautés. Par contre, il y a encore du chemin à faire. Et la prochaine question, justement, qui nous a été envoyée par via courriel, via Facebook, en fait, vient un peu, si on veut, confronter. J'aimerais que vous y répondiez, Michel, si possible. Quand Radio-Canada reconnaîtra-t-elle en ondes une parité d'information Ontario-Québec? Et cette question ici, ça va plus loin. J'écoute régulièrement la radio du matin et les nouvelles locales provenant de l'Ontario et ces nouvelles sont rares. À quand une pleine reconnaissance? Michel. Bien, encore une fois, merci pour la question parce que vous savez, d'être le diffuseur public national, encore plus quand on est souvent la seule source d'information pour les francophones qui habitent au Canada, mais à l'extérieur du Québec, devient une responsabilité importante. Et on s'assure au niveau notamment de l'Ontario
On a quand même une émission de radio qui provient d'Ottawa, on a une émission de radio qui provient de Toronto, une qui provient de Sudbury, une qui provient de Windsor. Et au retour à la maison, on a également 3 de ces marchés-là qui ont une émission de radio également. Et on s'assure de pouvoir offrir par notre programmation radio un reflet de la vie ontarienne. Et quand on se retrouve dans des émissions de radio qui sont elles nationales, et à ce moment-là, à l'heure, c'est un bulletin de nouvelles local, donc qui viennent de chacune des stations que j'ai nommées, qui va être présent pour pouvoir offrir le reflet. Ceci étant dit, nous ne sommes pas parfaits, j'en suis tout à fait conscient. Et très souvent, dans les émissions nationales, il y a trop de Québec, trop de Montréal. Et ça peut être irritant pour les gens qui vivent à l'extérieur du Québec, et je le conçois tout à fait parce que malheureusement, je ne peux plus faire de tournée régionale, mais j'en ai tellement fait et c'est un point qui revient à chaque fois et je le comprends, je l'accepte et je le partage. Et je peux vous assurer qu'on a pris plusieurs initiatives pour avoir des recherchistes dans nos équipes d'émission qui viennent de l'extérieur du Québec pour que les réflexes soient augmentés, pour améliorer la banque de candidats qu'on a de spécialistes, pour que ce soit des spécialistes qui viennent de partout au pays, que le choix des sujets ne soit pas trop québécois, mais qu'il soit présent sur l'ensemble des réalités des francophones. Notre rôle est trop important pour les francophones partout au pays pour qu'on puisse baisser les bras. Ceci étant dit, c'est un combat de tous les jours. Il faut toujours s'assurer que le réflexe soit présent, mais je peux vous assurer que personnellement, j'en fais une priorité. Oui, vous faites bien de le mentionner, un combat de tous les jours. Pour travailler ici de Winnipeg, on entend souvent ce commentaire-là. Alors, certainement une question très importante pour les francophones hors Québec. Michel, une autre question pour vous qui nous arrive de l'Ontario, c'est porter ou tourner davantage vers l'accès à Internet. Par exemple, on sait qu'avec la pandémie, Internet, la mobilité, là, ça prend de plus en plus de place. Alors, la question, l'information diffusée par les gouvernements est précieuse, spécialement en temps de crise. Et Radio-Canada a le devoir de diffuser cette information dans notre langue. Plusieurs membres de notre communauté n'ont pas accès à un Internet haute vitesse de qualité et reçoivent leur information, entre autres, via la télévision. Alors, la question, comment Radio-Canada compte s'acquitter de son mandat national, Michel? Encore une fois, c'est une très bonne question. Vous savez, la pandémie nous a forcés à devenir créatifs en gestion de crise. Et chacun des premiers ministres de chacune des provinces et des territoires faisait des points de presse et plusieurs fois par jour, ces points de presse-là apparaissaient à la même heure. Donc, ça devenait très difficile de pouvoir gérer une visibilité pour chacun de ces points de presse-là. Donc, le choix qu'on a fait, d'une part, c'est que chacun des points de presse ont été diffusés sur nos sites Internet régionaux de façon à ce que chacune des communautés puisse avoir en direct le point de presse qui était donné. On est tout à fait conscient qu'il y a des marchés où est-ce que la couverture de l'Internet haute vitesse est moins performante. Et à ce moment-là, on s'est assuré de pouvoir avoir nos émissions de radio dans chacune des communautés qui communiquaient l'information pour chacune des régions. Et on a également débrouillé le signal de RDI de façon à ce qu'au-delà du signal de ici Radio-Canada Télé, que tous les Canadiens puissent avoir gratuitement, pendant la période de pandémie, accès à RDI pour leur donner l'information. C'est pas la solution parfaite, mais malheureusement, on peut pas multiplier les signaux. Et il y avait tellement de points de presse qui se passaient en même temps que ça aurait été impossible de tous les diffuser sur la chaîne principale. Donc, on a trouvé la moins pire des solutions dans le contexte pour assurer le plus grand rayonnement de l'information auprès des francophones au pays. La moins pire, le moins pire des scénarios, en effet. Merci beaucoup, Michel. On va vous donner une petite pause quelques instants. La prochaine question, elle est en anglais. Can the CBC Radio-Canada leadership provide their thoughts on the future strategic direction and vision of Radio-Canada International? Et ça, c'est une question qui est très, très importante dans un contexte de globalisation. Les gens voyagent, l'information aussi. Et cette question est dirigée à Catherine Tate, en attendant que Michel reprenne son souffle. Yeah, give him a break. Thank you for that question, Patricia, and whoever posed it. So Radio-Canada International, what we call RCI, was first broadcast during World War II. And the service has changed with the times, both in terms of the languages in which it is offered and how it is distributed.
Don't forget, it started as a shortwave radio service. Just to Michael's point, times change and technology evolves. What has remained constant is the importance of its mandate to inform people around the world about Canadian news and current affairs, and to bring Canadian perspectives, our point of view, to global audiences. So we're looking closely at how RCI can better support our priority, which I think Michelle mentioned. We have 5 pillars in our strategic plan. One of them is taking Canada to the world. And so we really want to try to think about how we can transform RCI and make sure that its visibility is increased and amplified, and as well as its usage to ensure its continued relevance. Thank you. Est-ce que Michel Bissonnette, merci beaucoup Catherine, est-ce que Michel, vous auriez quelque chose à rajouter là-dessus sur une question quand même qui concerne une bonne proportion de notre population? Le Canada varie, les visages changent aussi, donc l'international se ramène aussi chez nous. Des réflexions, Michel, sur cette question concernant le rôle et l'avenir de Radio-Canada International? Et je vous dirais que d'avoir un point de vue canadien sur l'actualité canadienne et d'avoir un point de vue canadien sur l'actualité mondiale est fondamental, parce que si les gens ne se réfèrent qu'à CNN ou aux sources américaines, c'est un point de vue qui est différent de ce qu'on peut vivre nous comme Canadiens. Et en ce sens-là, je confirme ce que Catherine disait. Le mandat de RCI est important pour les gens partout dans le monde qui veulent avoir accès à ce qui se passe au Canada, mais également pour les nouveaux arrivants au pays qui veulent pouvoir connaître l'actualité canadienne, et le fait qu'on puisse l'offrir dans différentes langues leur permet de pouvoir s'intégrer davantage et de reconnaître ou d'apprécier davantage la vie canadienne. Et en ce sens-là, le rôle de RCI est important. Merci beaucoup, Michel. La prochaine question sera en anglais. The Power and Politics show has been repeatedly accused of sloppy journalism. What will you do to provide an open and accountable forum for the public to voice its concerns regarding the on-screen behaviors of CBC hosts? Et cette question la dirigera à Barb Williams. Barb, si vous pouvez répondre à cette question concernant donc l'émission Power and Politics. Thank you. You know, Power and Politics is a really critical show for us. It is a daily live accounting of what's going on in the political landscape right across the country. And as such, it's critical that every day we are assessing the work that that show does and being sure that it is first and foremost living up to our journalistic standards, that it is providing that fair, balanced, and thorough accounting that we are known for and so trusted for as a Canadian public broadcaster. So it is important also, though, to know that in an attempt to be sure we have a broad perspective of opinions and ideas in that show, we bring in many, many, many panelists from various sectors and industries and organizations across the country to speak with our journalists. Now, our journalists are responsible. They are hosting and managing the conversation. And those conversations sometimes can get a little boisterous because people are passionate about our politics. And we think that's a really critical part of what Power and Politics does for us, too. But at the end of the day, it's important to remember 3 things, I suppose. One, we are very, very tightly governed by what we refer to as our JSP, our journalistic standards and practices. And there are very, very, very clear rules there that our journalists need to follow to be sure that we have the integrity in our journalism that people are counting on. Secondly, there is the Ombudsman's office, which is an important place for Canadians to know that if they do have concerns about our journalism or anything they see or hear across our CBC platforms, that they can reach out to the Ombudsman. And the Ombudsman does very thoroughly review any of those complaints or concerns that come into his office and brings those back to us. And there are very thorough conversations following those about, did we misstep? How did we misstep? And how must we correct any missteps that we made? And finally, I think it's important to know that this is not a one-time thing. This is every day on Power and Politics.
And every day, right across our whole system, we are working at ensuring that we keep the bar very high on our integrity, because at the end of the day, if the trust factor's gone, we've really lost what is most important to us as a public broadcaster. So we appreciate the question, because it helps be sure that, that you hold us to account and that we keep that bar high where it needs to be. Thank you very much, Barb. Listen, we weren't going to go easy on any of you guys, right? So let's keep it real. Thank you for the question. La prochaine question, elle est destinée à Catherine Tate. Et c'est une question qui nous arrive de l'Ontario. Why are you not working with the GAFA to make sure that we stop the faking news? Alors ça, c'est très intéressant comme question. Catherine Tate, est-ce que vous avez voilà, des pensées là, partagées sur cette coalition possible avec les géants des télécommunications? Thank you, Patricia. Well, I assume when you say GAFA, you're talking about Google, Apple, Facebook, and Amazon. And of course, we are extremely concerned, and I think you've heard it a couple of times in this conversation, about the rise in disinformation, misinformation, and fake news, and the effect that it has had and is continuing to have on trust and our very foundation of democracy. And we've committed resources in our disinformation unit at CBC and les décrypteurs at Radio-Canada to combat fake news each and every day, especially around COVID. But just to be clear, we are also working with these digital giants to combat fake news. In fact, it was just over a year ago that we joined the Trusted News Initiative that's led by the BBC. It's a global initiative that includes Google, Facebook, Microsoft, and Twitter, along with traditional players like Reuters and the Wall Street Journal and others, and CBC, Radio-Canada. And this Trusted News Initiative includes a commitment to collaborate on how we can authenticate news, how we can improve civic and civil information dissemination, and also media literacy and education. So all measures to protect audiences from disinformation. But if I may, sorry. Oh, it is a big fight. It is a big fight. Who's going to conquer? We need some allies on that one. We do, and as I've said before, Patricia, the antidote to fake news is real news, lots of it, from diverse, trusted sources. And that's why at CBC Radio-Canada, we've been collaborating with other trusted sources of news in Canada. We need a healthy news ecosystem in this country. And that means both private and public players, to ensure that Canadians have choice, diversity of opinion, and are well served by all of us. Thank you. Thank you very much, Catherine. We saw a few minutes ago Barb William answering a question about power and politics. We would go back to you, Barb, with a question that goes like this. I'd be interested to know what steps the CBC intends to take to continue or increase exposure to diverse ideas while not giving credence to misinformation or conspiracy theories in the years ahead. How will we, as consumers, know that CBC is presenting views that are unbiased, factual, and current while still being trustworthy? That's quite the question, and it's a very great lead to what Catherine Tate was just saying about GAFA. Yes, thank you. We have been sort of talking around this topic a number of times in this conversation, because it is at the heart of who we are and what we do. Of those pillars that Michelle and Catherine have both spoken to that are the core of our strategy, I think maybe the number one strategy is that we must reflect contemporary Canada. So that means that diversity of opinion that this question is referring to is critical, that we are constantly searching out
for new voices and new opinions and new ideas, and that diversity is reflective of the many, many communities across the country. It's reflective of the many backgrounds and lived experiences of our citizens, that it's reflective of the vast diversity of thought that is in our country, coast to coast to coast. So how do you take that vast range of opinion and point of view and be sure that as you package it up into all of this content and programming, that you do keep the transparency, the reliability, the trustworthiness, the fair, balanced, and accountable standards in place? And that is the work of this incredible team of journalists that work at that every single day. They go back over and over and over again to the JSP, to the Journalistic Standards and Practices, and test the ideas that are being presented against that filter. We constantly are measuring how did we do? We hear back from our listeners, our viewers, our users all the time. And when they come back to us with a point of view that says maybe we didn't meet the bar, we stop, we think about that, we question it, we review it. We sometimes correct ourselves if we haven't done it right, and we learn from those things. We invest in training of our journalists all the time, because as the world is changing, the job and responsibility of the journalist is changing too, and only getting more and more complicated in a world of disinformation and in the vastness of what we're trying to cover. So the question's a really fair one, and one that we work away at every single day. And what we commit to is that we will be transparent in what we do, and we will be accountable for what we've done. And I think as long as we hold to that standard every day, Canadians can continue to put the trust in us that they do today. The big word, you said it, Barb, trust. A really important thing during these hard times, especially for information. Thank you very much, Barb Williams. La prochaine question, elle est en français et elle nous provient de Québec. Et c'est une question que je vais diriger à Michel Bissonnette. La question, qu'est-ce qui est fait pour s'assurer que les artisans puissent continuer à évoluer dans un environnement sécuritaire? On sait que le milieu artistique au Québec a été victime de plusieurs situations de harcèlement récemment. Michel. Encore une fois, merci de poser la question, Patricia. Vous savez, on a tous été secoués, j'ai été secoué par le nombre de cas qui ont été soulevés cet été au Québec. Et ça vient autant du monde de la musique que du monde des arts de la scène, que du monde de la création, que du monde de la télévision. Vraiment, à tous les niveaux, il y a des gens qui ont dénoncé des situations qui sont tout à fait inacceptables. De notre côté, à Radio-Canada, je pense sincèrement qu'on doit être le leader d'un environnement de travail qui est sain. Et en ce sens-là, c'est tolérance zéro sur nos plateaux de production, c'est tolérance zéro dans nos équipes de production et c'est tolérance zéro avec les producteurs indépendants avec lesquels on travaille. Et on a le devoir et la responsabilité d'offrir un environnement de travail où les gens se sentent capables de créer sans avoir le stress d'un possible harcèlement. Et on en fait une prioritaire. Donc, en ce sens-là, je peux assurer la personne qui pose la question qu'on met vraiment tout en place pour pouvoir assurer un environnement qui soit sain et sécuritaire. Parce que le plus important, c'est que les gens aient du plaisir à créer, pas qu'ils aient peur de venir travailler sur nos plateaux. Et on en fait une priorité. Merci beaucoup, Michel, pour cette réponse. Le temps file. Il nous reste à peine quelques minutes pour répondre à une ou deux autres questions. On commence, il me semble, seulement à se réchauffer. Les questions sont très intéressantes. Alors, merci encore une fois à tous ceux qui les ont posées pour nous. La prochaine question maintenant, c'est une question qui nous emmène sur un territoire assez intéressant qui est aussi bonne autant pour le volet anglophone que francophone, avec les nouvelles façons de consommer la télévision. Pensons par exemple à Netflix ou les réseaux sociaux. Comment CBC, Radio-Canada prévoit d'attirer un public jeune et faire en sorte qu'il consomme finalement son contenu? Et je la poserai en anglais aussi, cette question. With all the platforms that gives access to video content, such as Netflix, for example, or social networks, what is CBC Radio-Canada's doing? What is CBC Radio-Canada doing to connect with youth? Et cette question, Michel, si vous voulez peut-être revenir quelques instants pour y répondre, et ensuite Barb Williams pourra prendre le relais.
Bien, c'est une question très intéressante parce qu'on dit toujours, sans public, il n'y a pas de diffuseur public. Donc, il faut s'assurer que tous les publics trouvent écho chez nous pour trouver réponse à leurs attentes, que ce soit en information, en divertissement, en émission jeunesse. Et en ce sens-là, pendant plusieurs années, on a annoncé la fin de la télévision. Et sincèrement, quand je vois la performance de nos téléjournaux et quand je vois la performance de District 31, je trouve que le patient n'est pas trop malade et que ça va assez bien sur les bases linéaires. Mais en même temps, on est conscient qu'il y a des nouveaux publics qui, eux, veulent consommer les produits de Radio-Canada sur des plateformes qu'ils préfèrent. Et c'est en ce sens-là qu'on a mis en place Tout TV, qui est une plateforme de rattrapage et de primaire que les gens peuvent consommer sur Internet. On a mis en place Audio, qui est une superbe application pour avoir tous les contenus de la radio parlée et de la radio musicale. On a mis en place RAD, qui est un laboratoire journalistique qui, lui, se retrouve sur toutes les plateformes numériques. Donc, on n'utilise pas nos canaux traditionnels de communication, mais on est sur Snapchat, on est sur Instagram, on est sur Facebook. Même chose avec Mon Actualité du jour, qui est un petit bulletin de nouvelles fait pour les plus jeunes, pour les intéresser et faire découvrir la marque de Radio-Canada. Et sincèrement, on essaie toujours de garder cet équilibre-là entre les plateformes traditionnelles pour répondre au grand public, mais en étant conscient qu'une nouvelle génération veut nous connaître différemment. Et c'est une série d'initiatives comme celle que je viens de vous nommer qui sont mises en place pour qu'on n'échappe pas une génération. Merci beaucoup, Michel. Our youth, Barb, on this one, what do you have to add to what Michel just said? Well, actually, I think there's many similarities between what Michel is doing in the French services side and what we're doing on the English services side. We'd like to think that we can build what we call a lifetime attachment to the CBC. And we know that actually we do very, very well with preschoolers and always have in our television offering. And we know we do very, very well with adults and of all ages. But there is this gap, the risk of a gap of our youth, of our teens, of our preteens, who are, as Michel said, discovering media in completely different ways than they might have done when they were younger, or they may again when they are a bit older. So our challenge is to figure out how we use the vast array of platforms and types of content today to be sure we don't miss that generation, as Michel says. So we do many of the same things. We use GEM very powerfully to reach our youth audiences the way Two.TV is used in the French side. We too are on all the social platforms, on Snapchat and Instagram and Facebook and Twitter. We too are using audio. We're finding podcasts are a real interest to a younger audience, and so we are developing podcasts specifically with that audience in mind. And we don't forget TV. We have some wonderful big family programs like Heartland, which continues to be just a powerhouse for us on the traditional television schedule Sunday night. So I think we're putting real effort into thinking about how we move people through their life cycle to stay with our cycle so that they're CBCers for life, one way or another. Awesome. Thank you so much, Barb, for this explanation. Unfortunately, we are running out of time, so we will go for a last question. And the last question will be for Catherine Tate. Catherine, there's a lot of uncertainty in the country right now around COVID-19. What do you see as the biggest challenge or the big challenges for CBC in the months ahead, Catherine? Wow, another big question, Patricia. Thank you for that one. Well, we're going to keep doing what we're doing, and we're going to keep doing what we've been doing since this crisis began. And simply stated, it's serving Canadians, as Michael said. And as I said before, it's with enormous humility and that we all feel that our teams have been inspired and invigorated by the challenge. People are worried about a second wave. They're worried about their jobs. They're worried about the economy. So providing trusted news is job number one on all CBC Radio-Canada platforms. We need to remember that Canadians come to us to their public broadcaster across all these platforms in an increasingly myriad ways.
And we mentioned 24 million online. It's a huge number. And we'll keep tackling the misinformation that's out there over the coming months, especially around health and safety. We have to answer those questions that are changing all the time around COVID, on the status of COVID and on the safety of Canadians and their families. Facts will be crucial. But we're also going to keep offering entertaining programs on TV, podcasts, radio, as well as CBC Gem and Ici.TV. We know families need a break and they need a safe place for their kids. Right now, both CBC and Radio-Canada have great shows coming this year, this fall. We've got more than 30 series in production. Big names, Murdoch Mysteries, Kim's Convenience, District 31, Barb mentioned Heartland, just to name a few. These homegrown productions are good for Canadian creators and culture, and they're good for business too, creating millions of dollars in economic benefits across the country. And that's how we, the public broadcaster, will help the cultural sector contribute to the recovery during these difficult times. So, if I can say it in one sentence, serving all Canadians with credible, trustworthy news and information, and with great homegrown entertainment, that's our mandate and that's our promise to Canadians. Thank you, Patricia. Thank you very much, Catherine. I was a bit worried when you talked about the big fight against misinformation, and it is a real fight that we have to lead towards, ending this misinformation. Mais je pense que de divertir les gens aussi, c'est aussi important. Alors, c'est bon de le rappeler. Le divertissement en temps de COVID, en temps de pandémie, ça fait du bien. Écoutez, on est maintenant presque à la fin là, de cette Assemblée publique annuelle. Merci beaucoup à vous tous d'avoir été là. Nous devons arrêter ici. Les questions les plus souvent posées et les réponses d'ailleurs aussi seront affichées d'ailleurs sur le site web institutionnel de CBC Radio-Canada un peu plus tard. Nous remercions évidemment tous ceux qui se sont joints à nous. Merci beaucoup d'avoir envoyé vos questions. Thank you again to all of our guests for the discussion. We will share the answers to the most requested questions on the CBC Radio-Canada corporate website later. Before we leave, as we end this event, I'd like to invite Mr. Goldblum, who we haven't seen for a few minutes now, to say a few words. He's the chair of the board of directors for CBC Radio-Canada. He's going to say a few words. Michael. Merci, Patricia. Et ce que je voulais dire, c'est un grand remerciement à vous d'avoir animé notre Assemblée publique annuelle. Thank you, Patricia, and thank you to everyone who has participated in this annual public meeting. As Patricia said, the quality of the questions was very impressive. It's not a surprise. Canadians care about their public broadcaster, and I was impressed with the quality of the questions. And I want to say thank you to Catherine, to Barb, and to Michelle for the clarity of their answers. So CBC Radio-Canada, it exists to serve Canadians. And we greatly appreciate the feedback that we get from our fellow citizens. Donc, j'aimerais simplement terminer en disant, je vous remercie tous d'avoir participé et je vous souhaite que vous restez saufs durant cette pandémie qui nous affecte tous. Please take care of yourself and be safe. Thank you, everybody. Bonjour. Merci beaucoup, Michael, pour ces mots de clôture à cette Assemblée publique annuelle. Encore une fois, merci à tous nos collègues, à toutes les équipes qui ont travaillé sur cet événement. Alors, on se dit à un prochain rendez-vous. Merci encore une fois d'avoir été de la partie pour cet événement, une première virtuelle comme ça d'une Assemblée publique qui nous rappelle la pandémie dans laquelle on est. Mais vous savez quoi, on garde le sourire et j'espère que votre après-midi vous permettra de sourire aussi. Merci d'avoir été là. À une prochaine fois.